Ces histoires ne sont pas pour les âmes sensibles. 3 personnes incroyables ont affronté l'impossible. Certains ont réussi à s'échapper. D'autres n'ont pas eu autant de chance. Serez-vous capable de supporter toute la tension, la résilience et la tragédie jusqu'à la fin? Je n'aurais jamais imaginé que ce matin glacial de novembre 2009 serait ma dernière chance de voir le monde tel que je le connaissais. Le vent cinglant entrait par la fenêtre de ma chambre et tout ce que je ressentais était un vide écrasant. Ce n'était pas seulement le froid hivernal de l'Iowa qui me hantait, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre entièrement. La veille au soir, je me débattais avec mon propre esprit. Des hallucinations, des voix chuchotant des choses insensées. Elles me disaient que mon cœur allait s'arrêter. « Mange du sucre, Larry ». Elles insistaient, « Cela ralentira ton cœur ». Je venais juste de sortir du cabinet médical avec un nouvel antidépresseur, mais il ne fonctionnait pas. Ce sentiment de peur, d'urgence, ne faisait que s'intensifier. Lorsque Thanksgiving s'est achevé, le silence dans la maison de mes parents, à Council Bluffs, est devenu insupportable. Le matin du 26 novembre, je ne pouvais plus supporter cela. Je suis simplement parti, pieds nus, vêtu seulement d'un sweatshirt bleu marine et d'un pantalon clair. J'ai laissé mes clés et ma voiture, et même l'idée de revenir à la maison derrière moi. La tempête de neige a englouti mes pas, alors que je marchais sans but dans les rues glacées. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était de me cacher. Et il y avait un endroit où je savais que je pouvais disparaître. Le supermarché No Frills, où je travaillais. Lorsque je suis arrivé au magasin, tout était comme d'habitude. Des allées vides, des étagères bien rangées, le bruit lointain des réfrigérateurs en marche. Mais pour moi, cet endroit était bien plus que cela. C'était un labyrinthe, un refuge, un abri contre les voix qui ne cessaient de me tourmenter. Je crois que c'est là, près des réfrigérateurs, que tout a commencé à devenir confus. Avez-vous déjà eu ce sentiment que quelque chose de terrible allait se produire? Comme si vous étiez à quelques secondes de découvrir une vérité atroce, sans savoir exactement de quoi il s'agit? Je me souviens d'avoir ressenti le sol glacé sous mes pieds, un frisson qui remontait le long de mes jambes et se mêlait au chaos dans ma tête. Les voix ne s'arrêtaient pas. C'était comme si le supermarché était vivant, comme si le bourdonnement des réfrigérateurs résonnait en moi, amplifiant chaque pensée perturbatrice qui surgissait. Tout ce que je voulais, c'était un peu de paix, juste un peu de silence. Soudain, une idée s'est formée. Monte. Il semblait que, si je montais quelque part en hauteur, peut-être que les voix cesseraient. Peut-être pourrais-je me cacher de moi-même pendant un moment. Alors, j'ai fait ce qui me paraissait logique dans mon esprit troublé. J'ai grimpé sur les étagères jusqu'au sommet des réfrigérateurs. Là-haut, allongé entre les machines, j'ai ressenti un soulagement momentané. Le bourdonnement constant des compresseurs de réfrigération était presque hypnotisant. Pendant un instant, cela m'a fait croire que tout irait bien, que, d'une manière ou d'une autre, ce bruit noirait les chuchotements et la tempête dans ma tête. J'ai fermé les yeux, essayant de me reconnecter à la réalité. Mais c'est là que tout a mal tourné. Dans un moment d'inattention, j'ai perdu l'équilibre et, avant même de pouvoir réagir, je suis tombé. Mon corps a été englouti par l'étroit espace entre le réfrigérateur et le mur. Un espace trop petit, trop étroit, trop sombre. La douleur de l'impact était fulgurante. Mais la véritable terreur est venue lorsque j'ai essayé de bouger et que j'ai réalisé que je ne pouvais pas. J'étais coincé. Mes jambes étaient immobilisées, ma poitrine comprimée contre le mur. Le froid du métal et l'odeur étouffante de poussière et d'huile des machines étaient oppressants. J'ai crié, appelé à l'aide, mais mes appels se perdaient dans le vacarme assourdissant des compresseurs. Personne ne pouvait m'entendre. Personne ne savait même que j'étais là. Le temps a commencé à perdre tout son sens. Je ne savais pas si des minutes ou des heures s'étaient écoulées. L'obscurité était totale. J'essayais de garder mon calme, mais la douleur était constante, et la peur grandissait à chaque seconde. Les voix qui me poursuivaient auparavant
semblait maintenant lointaine, insignifiante. Le véritable ennemi était la solitude, cette certitude d'être invisible pour le monde entier. C'était comme si j'étais piégé dans un cauchemar sans fin. Le froid était insupportable et l'obscurité des réfrigérateurs enveloppait mon corps de manière implacable. Je m'étais caché entre les étagères et les réfrigérateurs, là où le bruit des compresseurs étouffait toute tentative d'appel à l'aide. Plus le temps passait, plus la faim et la soif rendaient ma situation désespérée. Au début, j'essayais de faire du bruit, de crier à l'aide, mais la cruelle réalité était que personne ne pouvait m'entendre. Le temps semblait s'étirer à l'infini, et chaque minute sans eau ni nourriture affaiblissait davantage mon corps. Les voix dans ma tête, autrefois un tourment, n'étaient maintenant qu'un écho lointain. Je n'avais plus la force de lutter contre elles. Finalement, la déshydratation et la faiblesse ont eu raison de moi. Mon corps a cédé à l'inévitable et l'obscurité m'a englouti. Cependant, au lieu de simplement disparaître, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si je flottais hors de mon propre corps. J'étais libéré de mon enveloppe physique, mais toujours piégé dans cet endroit, observant d'une perspective que je n'avais jamais connue auparavant. Comme un spectre, je voyais mon corps coincé dans le petit espace entre les réfrigérateurs, dissimulé à la vue de tous. Ce que je ressentais maintenant était un mélange de confusion et une douleur profonde de ne rien pouvoir faire pour changer ce qui se passait. Le froid et la solitude étaient encore plus intenses, comme si la mort m'avait enveloppé dans une cape glaciale éternelle. L'enquête a rapidement commencé après ma mort. J'observais, impuissant, tandis que les policiers examinaient le supermarché. Ils cherchaient des indices, analysaient les caméras de surveillance et discutaient entre eux. Mais bien sûr, ils n'avaient aucune idée que le véritable mystère se trouvait derrière les réfrigérateurs. Les commentaires des journalistes qui couvraient l'affaire étaient, pour le moins, troublants. Chaque nouvelle mise à jour semblait aggraver la sensation de désespoir. Ils parlaient de moi comme d'une énigme à résoudre, une personne disparue qui s'était volatilisée. Les reportages mentionnaient que j'avais été vu pour la dernière fois le matin du 26 novembre et que le supermarché No Frills avait été minutieusement fouillé sans succès. J'entendais les rumeurs sur la possibilité que j'ai fui, commencé une nouvelle vie ou même fait face à une tragédie. L'idée que ma mort puisse avoir été accidentelle semblait si lointaine pour eux et je n'avais aucun moyen de corriger ces fausses hypothèses. Le silence me pesait. Chaque fois qu'une nouvelle piste était écartée, je sentais la frustration monter. Ils étaient si proches, mais pourtant si loin. Mon désespoir se transformait en colère en voyant à quel point l'affaire semblait s'essouffler avec le temps. C'était comme si ma disparition était engloutie par la même obscurité qui me retenait captif. Les années ont passé et la vie a continué pour tout le monde, sauf pour moi. Le supermarché No Frills a fermé et les installations ont été démantelées. Lorsque les travailleurs ont démonté les étagères, l'horreur de découvrir mon corps a été une révélation à la fois terrifiante et libératrice. J'observais la scène, impuissant, alors qu'ils trouvaient mon corps en décomposition, caché entre les réfrigérateurs. Mon identité a été confirmée par une analyse ADN et la vérité a enfin éclaté au grand jour. Voir la conclusion de l'enquête a été un mélange de tristesse et de soulagement. L'autopsie a conclu que ma mort était accidentelle, causée par une chute et par mon incapacité à appeler à l'aide. L'idée que j'avais probablement cherché un endroit pour me reposer et finir piégé entre les réfrigérateurs était la dure réalité que personne n'avait réalisée plus tôt. Mon histoire a connu une fin abrupte, mais ce que je souhaitais vraiment, c'était être rappelé non pas seulement comme l'homme qui avait disparu, mais comme quelqu'un qui avait lutté jusqu'à la fin, même si personne n'avait entendu mon cri silencieux. Et maintenant, tout ce qui restait était l'obscurité, le vide éternel, alors que je continuais à observer la vie passer, un spectre piégé dans un cauchemar sans fin. Prêt pour la suite? Alors, respirez profondément, aimez la vidéo et abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Restez avec nous pour plus de suspense et de survie avec l'histoire incroyable d'Aaron Ralston.
Je m'appelle Aaron Ralston. Et si vous écoutez cette histoire, laissez-moi vous avertir tout de suite. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Ce que je vais vous raconter est une expérience qui a non seulement testé mes limites, mais m'a forcé à faire le choix le plus difficile de ma vie. J'ai toujours aimé l'aventure. Je suis le genre de personne qui préfère être au sommet d'une montagne, sentant le vent froid sur mon visage, plutôt que dans le confort de n'importe quel autre endroit. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver ce jour fatidique. Rien. Je me trouvais dans l'Utah, dans le canyon de Blue John, un endroit isolé, aride et silencieux, le genre de silence qui vous dérange, qui fait naître des sons imaginaires dans votre esprit. La chaleur intense du désert ne pardonne pas. L'air sec vous laisse la bouche amère, la gorge râpeuse, comme si vous avaliez du sable. Autour de moi, les parois de pierre, hautes et imposantes, semblaient se refermer, comme si le canyon était vivant, surveillant chacun de mes pas. Les rayons du soleil pénétraient à peine, de minces faisceaux de lumière se mêlaient à la poussière, créant une sorte de danse dans l'air, à la fois belle et étrangement oppressante. J'aimais la solitude, mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Il y avait quelque chose dans l'air que je ne pouvais définir. Vous connaissez cette sensation que quelque chose va arriver? Comme si une ombre était toujours là, dans le coin de votre œil, mais lorsque vous vous tournez, il n'y a rien. Cette sensation ne me quittait pas, mais j'ai continué. J'étais habitué à ces sentiers. Je savais comment me débrouiller. Je descendais par une fissure étroite, sentant les pierres froides sous mes mains moites. Et c'est là que le destin, ou le hasard, ou je ne sais quoi, a décidé de frapper. Un rocher venu de nulle part s'est détaché au-dessus de moi. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, mon bras droit était coincé. Pas seulement coincé, écrasé. Une douleur aiguë, comme si 1000 aiguilles perçaient ma peau en même temps, m'a fait crier. Mais l'écho de mon cri a été la seule réponse que j'ai reçue. Et me voilà, complètement seul, coincé par un rocher qui semblait provenir des entrailles de la terre, comme s'il faisait partie d'un plan macabre. Les minutes se sont transformées en heures, et les heures en jours. Avec le temps, la réalité s'est solidifiée devant moi. J'étais seul, piégé par une pierre de près de 400 kilos. Personne ne savait où j'étais. Et croyez-moi, j'ai tout essayé. Au début, c'était le désespoir qui m'a envahi. J'ai essayé de pousser la pierre, de la frapper, même de crier de toutes mes forces, comme si ma voix pouvait miraculeusement briser cette prison de pierre. Mais, bien sûr, le seul son que j'entendais en retour était l'écho lointain, répétant ma propre agonie. La soif est venue dès le 2e jour. Et c'est étrange à quel point la soif peut prendre le contrôle de votre esprit, vous faisant imaginer le goût de l'eau, entendre son bruit couler à proximité. Mais tout cela n'était qu'un tour de mon esprit. Ce que j'avais, réellement, c'était une petite bouteille d'eau et quelques encas. Chaque gorgée, chaque bouchée semblait être un crime contre moi-même, car je savais que, une fois épuisé, il n'y aurait plus rien. Le pire, cependant, n'était ni la faim, ni la soif. C'était le temps. Le temps est un ennemi traître quand vous êtes seul, car il commence à jouer avec votre esprit. Au 3e jour, je ne pouvais plus distinguer la réalité de l'imagination. Les souvenirs de ma famille, de mes amis, des choses simples de la vie, comme sentir le vent sur mon visage ou l'odeur du café frais, envahissaient mes pensées, mais avec un poids étrange, comme des fantômes qui me hantaient. Le bruit des pierres qui grinçaient autour de moi, le silence absolu, puis ce bruit incessant du vent soufflant à travers le canyon. Tout semblait vouloir m'engloutir. Mais le moment le plus terrifiant, celui où la véritable peur a commencé à se former, c'est lorsque j'ai réalisé que ma seule issue serait d'amputer mon propre bras. Vous avez déjà imaginé une chose pareille? Je pense que personne, en toute conscience, ne pense à une telle situation. Mais là, coincé depuis des jours, avec mon corps commençant à se déshydrater, avec mon esprit vacillant entre la raison et la folie, l'idée s'est infiltrée comme un serpent. Au début,
Ce n'était qu'une pensée vague, une suggestion absurde que je repoussais, essayant de me convaincre que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un viendrait me sauver. Mais personne n'est venu, et à chaque heure qui passait, le bras coincé devenait un poids mort, inutile. Je ne sentais plus rien, à part un léger picotement, comme s'il ne faisait plus partie de moi. C'est au 4e jour que la décision a vraiment pris forme. J'avais un couteau multi-usage avec moi, un de ceux que l'on achète pour les urgences, sans jamais croire que l'on en aura vraiment besoin. Mais cette urgence, eh bien, elle dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai passé des heures à regarder le couteau, en sueur. Je me voyais là, comme un spectateur extérieur, analysant la situation comme une scène de film, comme si ce n'était pas vraiment moi. Le métal brillait dans la faible lumière, un contraste cruel avec la chair, sombre et meurtrie de mon bras. J'étais à un point où il n'y avait plus de retour possible. C'était comme si une brume dense enveloppait mon esprit, rendant difficile de distinguer mes pensées les plus rationnelles des hallucinations qui allaient et venaient, comme si ma lucidité s'échappait en même temps que ma force physique. Mon bras était déjà mort. Il ne faisait plus partie de moi, je le savais, mais admettre ce que je devrais faire. Ah, c'était la partie la plus difficile. Le 5e jour s'est levé dans un silence suffocant. Je ne bougeais presque plus. Les dernières gouttes de mon eau étaient épuisées depuis longtemps, et la faiblesse rendait même la pensée un effort monumental. Mais je ne pouvais pas continuer ainsi. Quelque chose en moi a crié. Une dernière étincelle de survie. Soit tu le fais maintenant, soit tu meurs ici, Aaron. La voix dans ma tête était froide et implacable, et la réalité m'a frappé avec une force écrasante. J'ai pris le couteau. Il était petit, rouillé sur les bords, et les lames coupaient à peine du papier, encore moins de la chair humaine. Mais peu importait, c'était le seul outil que j'avais. J'ai commencé par la peau, la déchirant d'un coup rapide, mais le choc de voir le sang couler, même en si petite quantité, m'a paralysé. J'ai pris une grande inspiration. Je devais continuer, et la véritable horreur ne faisait que commencer. Le bruit que le couteau faisait en coupant ma peau et mes muscles est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas un bruit fort, mais il résonnait dans ma tête comme l'écho du désespoir. Chaque mouvement de la lame était accompagné d'une douleur que je ne pensais même pas possible de ressentir. C'était comme si tout mon corps se rebellait contre moi, me suppliant d'arrêter. L'odeur métallique du sang mélangé à l'air sec du canyon était nauséabonde. Le goût amer de la poussière dans ma bouche s'intensifiait à chaque seconde. Et la douleur. Mon Dieu, la douleur était quelque chose de presque au-delà du physique. Elle consumait chaque pensée, chaque sensation, rendant ma vision floue et mes oreilles bourdonnantes. Je suis arrivé à l'os. Je savais que c'était le véritable obstacle. Avec le couteau, je ne pourrais jamais couper l'os. C'est là que j'ai compris qu'il faudrait utiliser la force, briser l'os d'un coup sec. J'ai pris une grande inspiration, me préparant. J'ai mis tout mon poids contre le bras, et d'un mouvement sec, crac, le bruit de l'os se brisant a résonné dans le canyon, mais la douleur qui a suivi était indescriptible. C'était un choc si intense que j'ai perdu mon souffle, presque évanoui. J'étais en transe. J'ai terminé le processus, coupant les derniers nerfs et tendons, comme si je n'étais plus vraiment là. Comme si j'étais juste une machine, programmée pour finir le travail. Et puis, enfin, j'étais libre. Je me suis levé, chancelant, avec mon bras encore saignant. J'ai senti le vent froid frapper mon visage, mais cette fois il n'apportait aucun soulagement. C'était comme si le désert se moquait de moi, observant mon combat silencieux. J'ai réussi à improviser un garrot et j'ai commencé à marcher. Chaque pas était une bataille contre la faiblesse, contre la peur de ne jamais arriver nulle part, que tout cela ait été en vain. Quand je me suis enfin libéré de ces parois oppressantes de pierre, mon corps était à bout de force. Chaque pas semblait être un défi presque impossible, comme si le sol sous mes pieds essayait de m'aspirer. Le paysage autour de moi, autrefois si familier, n'était plus qu'un flou de couleurs chaudes et lointaines.
J'étais déshydraté, faible, et mon bras, eh bien, mon bras ne faisait plus partie de moi. La seule chose qui comptait à ce moment-là, c'était d'avancer. Sang continuait de couler lentement, mais le garrot, fait avec le caoutchouc de mon sac à dos, contenait le pire. La chaleur du désert de l'Utah, qui pendant la journée était accablante, se transformait en une brise glaciale à mesure que la nuit approchait. Le ciel, qui auparavant semblait être un océan infini de bleu, se peignait maintenant de nuances d'orange et de rouge, comme si l'univers tout entier assistait à mon dernier acte de survie. Je savais que je n'avais plus beaucoup de temps. J'étais conscient que le choc pouvait me terrasser à tout moment. Et puis, alors que l'espoir semblait aussi mince que ma résistance, je l'ai vu. Au loin, une famille de touristes marchait. C'étaient de petits points à l'horizon, mais pour moi, ils représentaient la fine ligne entre la vie et la mort. Avec le peu d'énergie qu'il me restait, j'ai levé mon bras, celui qui était encore avec moi, et j'ai commencé à agiter frénétiquement la main. Ma voix ne sortait plus comme avant, mais j'ai crié, ou du moins essayé. Ils m'ont vu. La famille a couru vers moi. La terreur se lisait sur leur visage. Je ne leur en veux pas. Imaginez découvrir un homme ensanglanté, avec un bras en moins, titubant au milieu du désert. Moi-même, j'avais l'air d'un fantôme, d'un survivant d'un cauchemar. La mère a crié quelque chose, mais mes oreilles bourdonnaient tellement que je n'ai pas pu entendre. Le père, d'un geste rapide, a commencé à appeler les services de secours. Tandis que les enfants regardaient, choqués, le contact de la main de l'un d'eux sur mon épaule a été un choc de réalité. Ce contact humain m'a ramené à la vie. Les minutes suivantes ont été un mélange de soulagement et de douleur. Le secours est arrivé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai été transporté à l'hôpital en hélicoptère. Le bruit des hélices était assourdissant. Mais à ce moment-là, c'était la mélodie la plus douce que j'ai jamais entendue. Chaque battement de rotor me rappelait que j'étais vivant. Vivant! J'ai survécu, mais pas sans cicatrices, physiques et mentales. Mon bras droit, il est parti pour toujours. Mais cette expérience, eh bien, elle m'a changé d'une façon que je ne pourrais peut-être jamais expliquer. Ce canyon, ce rocher, cette lutte désespérée, tout cela est gravé en moi comme un rappel que la vie, aussi cruelle soit-elle, trouve toujours un moyen de continuer, si vous avez la force d'affronter vos pires démons. Et ainsi, lorsque je me suis enfin réveillé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières qui me regardaient comme si j'étais une sorte de miracle ambulant, j'ai su que la bataille était loin d'être terminée. Survivre n'était que le début. Le chemin, pour comprendre ce que j'avais vécu, pour faire face à ce qu'il restait de moi, serait le véritable combat. Mais au final, j'étais en vie, et c'est tout ce qui comptait. Quelle serait votre réaction face à un défi aussi grotesque pour sauver votre vie? Laissez un commentaire et préparez-vous à écouter la dernière histoire terrifiante. J'ai toujours été fasciné par l'inconnu. Depuis mon enfance, les grottes étaient un mystère qui m'attirait comme un aimant. L'obscurité, le silence, le froid, c'était comme si j'entrais dans un autre monde. Chaque fois que je descendais dans ces passages humides et étroits, j'avais l'impression de tout laisser derrière moi, que plus rien ne comptait à part découvrir ce qui m'attendait. Mon frère, Josh, partageait cette passion avec moi. Ensemble, nous explorions des grottes depuis notre plus jeune âge. Mon père nous emmenait dans des aventures incroyables, et avec le temps, cela devenait bien plus qu'une simple activité. C'était une partie de moi. J'étais dans l'Utah pour Thanksgiving. Cela faisait des années que je n'avais pas exploré de grotte. La vie adulte m'en avait éloigné, mais cette sensation d'adrénaline, de mystère, n'avait jamais vraiment disparu. C'était comme une vieille flamme qui n'attendait que d'être ravivée. Josh était avec moi, et il avait ce même regard d'excitation que moi. Nous avons décidé de visiter la grotte Nutty Putty, un endroit dont j'avais entendu parler, célèbre pour ses passages étroits et dangereux. Une dernière aventure avant de retourner à la réalité. Dès que nous sommes arrivés à l'entrée de la grotte, l'air a changé. Le vent glacial semblait venir des entrailles de la terre, comme s'il soufflait directement des profondeurs.
La grotte était différente de tout autre endroit que j'avais exploré auparavant. L'odeur de la terre humide se mélangeait à une odeur métallique que je ne parvenais pas à identifier. Le son de nos pas résonnait étrangement, comme si la grotte elle-même nous répondait en chuchotant. Nous avons descendu un tunnel connu sous le nom de The Big Slide, une pente inclinée mais relativement sûre. Cependant, plus nous descendions, plus le chemin devenait étroit. Les murs étaient recouverts d'une couche de boue collante qui s'accrochait à nos mains et à nos vêtements. C'était inconfortable, mais cela donnait aussi l'impression que la grotte était vivante, qu'elle respirait. Josh et moi avons échangé des regards, à la fois excités et inquiets. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que mon père disait toujours. « Ne t'aventure jamais sans savoir si tu peux revenir. » Sur le moment, j'ai pensé que c'était juste un avertissement banal. Mais, au fond de mon esprit, cette phrase résonnait tandis que je m'enfonçais de plus en plus dans l'obscurité. Tout semblait sous contrôle jusqu'au moment où j'ai décidé d'explorer un passage plus étroit. J'étais convaincu d'avoir trouvé le canal de naissance, un tunnel célèbre pour être très étroit, mais qui menait à une grande chambre. Sans réfléchir, j'ai commencé à ramper à l'intérieur. Je me souviens encore de la sensation du sol froid sous mes coudes, tandis que je me traînais dans le tunnel. La grotte était silencieuse, à l'exception de mes propres mouvements, le son étouffé de ma respiration revenant vers moi comme si elle respirait avec moi. L'espace devenait de plus en plus étroit, et la seule chose que je pouvais faire était de continuer d'avancer. L'air semblait plus dense ici, chargé de l'odeur de la terre humide et de ce quelque chose de métallique qui me dérangeait, comme si l'environnement lui-même était saturé d'une présence invisible. Autour de moi, les murs de la grotte se refermaient comme un étau suffocant. Le tunnel, que j'imaginais me conduire à une ouverture plus large, devenait simplement plus étroit. C'était comme si la grotte se jouait de moi, m'attirant de plus en plus profondément dans son obscurité. Je continuais à avancer, en me poussant avec mes hanches et la pointe de mes pieds. Le bruit de la boue qui s'accrochait à mes vêtements et à ma peau était tout ce que j'entendais. La lampe frontale n'éclairait que le mètre suivant. Et plus j'avançais, plus le chemin devant moi devenait flou et indistinct. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais commis une erreur. Le tunnel ne s'élargissait pas. Au contraire, il se rétrécissait de plus en plus. Mon souffle s'est accéléré et le bruit de ma respiration m'est revenu comme une moquerie. J'ai essayé de m'arrêter, de faire marche arrière, mais mes bras et mes épaules étaient coincés. La panique s'est insidieusement emparée de moi, comme une ombre glacée. « Josh! Josh !» ai-je crié, espérant qu'il soit proche. Mais il n'y a eu aucune réponse, seulement le silence écrasant de la grotte. J'ai poussé mon corps vers l'avant, mais à chaque centimètre, il semblait que la grotte m'engloutissait davantage. Les murs étaient maintenant à quelques centimètres de mes épaules et de ma poitrine. J'étais la tête en bas, avec la lampe pointée vers un vide que je ne pouvais pas voir. Le froid de la pierre commençait à pénétrer mes os, et je sentais mon souffle devenir court. Ce qui auparavant était un défi excitant était maintenant un cauchemar claustrophobe. C'est à ce moment-là que la douleur a commencé. La gravité tirait mon corps vers le bas et la position tête en bas exerçait une pression insupportable sur ma poitrine. J'avais l'impression que l'air était comprimé hors de mes poumons. Mon cœur semblait lutter pour pomper le sang vers le haut, contre la gravité. C'était une bataille que je perdais. Mes pensées commençaient à se brouiller et la peur se transformait en terreur pure. J'essayais de me calmer en me répétant mentalement que quelqu'un viendrait m'aider, que Josh me retrouverait bientôt. Mais l'obscurité était plus oppressante et le silence était maintenant total. Le tunnel autour de moi semblait vivant. Il me serrait, murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre. Je pouvais sentir la présence de la grotte, comme si elle était une entité, m'observant, attendant. Les minutes s'égrenaient comme des heures. Finalement, j'ai entendu un son lointain, la voix de Josh. Il m'avait trouvé, mais sa voix semblait déformée
venant de très loin. Je pouvais entendre la panique en lui, quelque chose qui ne correspondait pas à mon grand frère habituellement si confiant. « John, tu m'entends? Je vais te sortir de là !» Sa voix était un fil d'espoir, mais au fond de moi, je savais que j'étais piégé. Les heures suivantes ont été une brume de confusion et de douleur. Les secouristes sont arrivés. J'ai ressenti le soulagement temporaire de savoir que je n'étais plus seul. Ils me disaient qu'ils allaient me sortir de là, que tout irait bien. Mais la grotte, elle savait autrement. Chaque tentative de me tirer, chaque mouvement qu'il faisait me faisait m'enfoncer davantage. La boue s'accrochait à moi comme des mains invisibles, et le tunnel semblait se resserrer à chaque respiration que je prenais. Ils ont apporté des cordes, des poulies. Josh tenait ma main. Je pouvais sentir son tremblement, mais il essayait d'être fort pour moi. Je savais qu'il luttait contre la réalité de ce qui se passait. Ils ont tiré, et pendant un bref instant, j'ai senti mon corps bouger. L'espoir est revenu comme une bouffée d'air frais. Peut-être qu'il y avait une chance de sortir de là. Mais ensuite, il y a eu un craquement. Le son était comme un tonnerre étouffé. L'une des poulies s'est détachée, et mon corps a glissé à nouveau dans la fissure. Josh a crié. J'ai entendu l'un des secouristes gémir de douleur. Quelqu'un avait été frappé. Le tunnel, qui n'était autrefois qu'un simple passage, semblait maintenant être une tombe. La grotte ne voulait pas me laisser partir. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris, avec une clarté effrayante, que je ne sortirais pas de là. Cette dernière sensation de glissement, alors que mon corps s'enfonçait encore plus profondément dans la fissure, a apporté un froid intense qui ne venait pas de la grotte. C'était le froid du désespoir. La lumière de ma lampe vacillait faiblement, et je me suis rendu compte que le temps était compté, non seulement pour le sauvetage, mais pour moi. La grotte, autrefois ma compagne d'aventure, semblait maintenant vivante, affamée, me serrant avec une force invisible. Et en moi, une certitude commençait à grandir. Je ne sortirais pas de là. Les voix des secouristes devinrent confuses, mélangées à des sons irréels. J'essayais de me concentrer sur leurs paroles, sur leurs instructions, mais mon esprit était lent, mon corps trop lourd. Le tunnel, qui semblait autrefois une simple route, était désormais mon tombeau. À chaque seconde, je sentais le sang s'accumuler dans ma tête, ma respiration devenant plus superficielle. Chaque souffle était une lutte. Je ne pouvais pas voir le visage de Josh, mais j'entendais l'angoisse dans sa voix. Il criait, pour moi, essayait de me garder éveillé. Et je répondais comme je pouvais, d'une voix faible. Je savais qu'il souffrait, peut-être plus que moi à ce moment-là. L'impuissance de voir quelqu'un que l'on aime pris au piège dans une situation sans issue. Cela devait le détruire de l'intérieur. Les secouristes ont tenté une dernière fois. Ils ont attaché une nouvelle corde autour de moi, nouée avec tout le soin possible. Ils ont tiré. Et j'ai senti mon corps commencer à bouger lentement. L'espoir, pour un instant, m'a envahi à nouveau. Peut-être que c'était possible. Peut-être qu'il y avait encore une chance. Mais ensuite, il y eut le son d'un autre craquement. Et soudain, tout s'arrêta. J'ai entendu quelqu'un crier. L'écho dans la grotte était déformé, comme si la terre elle-même absorbait les cris, les transformant en murmures. Une des poulies s'était détachée, blessant un des secouristes. Ils se sont retirés, peut-être par sécurité, peut-être par peur, et j'ai su que c'était la fin. Tête en bas, coincé par une pierre qui semblait avoir fusionné avec mon corps, je sentais le temps s'écouler. Mes muscles étaient épuisés, mon esprit n'arrivait plus à se concentrer. Josh m'appelait encore, et j'essayais de répondre, mais ma voix disparaissait avec la faible force qu'il me restait. Et puis, il y eut le silence. Le son des conversations et des mouvements autour de moi s'était éteint, et tout ce qui restait, c'était le bruit de ma propre respiration haletante, qui devenait de plus en plus lente. La grotte, qui avait autrefois été le décor de tant d'aventures, semblait maintenant pulser autour de moi, comme si elle m'engloutissait peu à peu, comme si je faisais désormais partie d'elle. Mon corps était glacé, mes pensées brouillées, des souvenirs de ma femme, de mes enfants, de tout ce que je ne vivrais pas,
sont passés comme un flou, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule sensation, la paix. Il n'y avait plus rien à combattre. Le tunnel était désormais ma demeure finale. À cet instant, quelque chose en moi accepta la réalité. La grotte n'était plus mon ennemi, plus maintenant. Elle était mon refuge. Et au fond de moi, je savais que mon corps resterait là pour toujours, scellé dans l'obscurité comme une partie du monde souterrain. Et ainsi, je me suis reposé. Prêt à plonger dans les abysses de la paranoïa, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des mystères les plus sinistres. Si vous avez une histoire inquiétante à partager, envoyez-la nous par email. Votre anonymat sera respecté. Rejoignez notre communauté d'aventuriers intrépides et préparez-vous à un voyage effrayant qui éveillera vos peurs les plus profondes et vous tiendra éveillé la nuit.